Bonjour et merci à celles et ceux qui vont suivre mon exposé pendant quelques minutes, qui aura pour thème les systèmes anticipatifs. J'ai donné pour titre à cet exposé donc la valeur de l'erreur pour les systèmes anticipatifs. Je vais introduire mon propos, aborder quelques notions, notamment celle d'algorithme d'apprentissage, distinguer deux paradigmes, dont l'un sera centré sur cette notion de système anticipatif, qui sont des systèmes distincts des systèmes réactifs. Je devrais aussi vous introduire à la relation de modélisation avant d'arriver à ma conclusion. Alors, en guise d'introduction, je vais partir d'un article de 2018 que j'ai trouvé récemment, dont le titre m'a interpellé hein, en préparant, cet exposé, hein, vu le thème général de notre journée d'études. L'intelligence artificielle pourrait réduire le taux d'erreur humaine. Et l'auteur dit ceci: s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour évacuer l'erreur, c'est alors prendre le risque de voir l'intelligence artificielle faire une erreur. Et il prend pour exemple un accident causé par une voiture autonome d'Uber en mars 2018. En fait, le programme de la voiture fonctionnait parfaitement. Elle était programmée pour tenir compte d'obstacles comme un cycliste, un piéton, mais il s'est avéré qu'en fait, elle n'était pas programmée pour tenir compte d'un obstacle qui est un piéton poussant un vélo. Et l'auteur conclut que en fait, l'erreur ne venait pas de la machine, mais bien de l'homme, qui n'avait pas décrit tous les cas d'usage possibles dans cette situation. Dans cet article, on retrouve hein, d'autres types d'erreurs qu'on espère pouvoir corriger via l'intelligence artificielle. Dans certains cas, c'est déjà possible. Parfois, ça paraît plus difficile. L'erreur peut provenir d'un manque de connaissances, peut provenir aussi de la tunnelisation, c'est-à-dire l'attention d'un agent compétent hein, dans son domaine, mais qui est tellement concentré sur une tâche qu'il néglige des signaux qui lui arrivent par ailleurs. L'autre type d'erreur qui est mentionné, c'est celui du biais culturel, un préjugé, le préjugé qui vient fausser le jugement, qui vient influencer la décision. Et là, l'intelligence artificielle ne paraît pas pouvoir corriger les erreurs humaines, elle va juste les apprendre. Et effectivement, l'intelligence artificielle telle que se présente aujourd'hui eh bien, est dotée d'algorithmes d'apprentissage sur lesquels je vais me pencher un petit peu maintenant. Euh, pour introduire ce qu'est un algorithme d'apprentissage, je vais partir de cette réflexion de Jean-Gabriel Ganaskia, qui est spécialiste français dans ce domaine. Euh, il imagine en fait que des ordinateurs puissent se programmer d'eux-mêmes, sans qu'aucun être humain n'ait rédigé, relu et a fortiori vérifié leur programme. Et donc, les comportements de ces ordinateurs deviendraient de plus en plus difficiles à anticiper, dit-il. Il pose alors la question légitime qui est la suivante: est-ce que nous devons nous inquiéter d'une telle autonomisation? C'est-à-dire nous inquiéter de l'existence de machines, d'agents virtuels qui décideraient à notre place pour satisfaire leurs propres besoins sans plus nous consulter? Non, répond-il, il ne faut pas encore s'inquiéter puisque c'est encore de l'ordre de la science-fiction. Toutefois, les algorithmes d'apprentissage tentent toujours plus de s'approcher de ce moment fatidique où ils deviendraient auto-apprenants. Actuellement, on distingue trois types d'apprentissage donc, que l'on peut envisager pour concevoir ces algorithmes, soit un apprentissage supervisé, un professeur instruit la machine via un processus d'étiquetage, c'est-à-dire qu'on montre des exemples types à la machine jusqu'au moment où elle a suffisamment appris qu'elle est capable de reconnaître par elle-même certaines catégories d'objets. Un apprentissage par renforcement via un jeu de récompenses positives et négatives. Il faut toujours un professeur, bien sûr, pour indiquer à la machine si elle fait quelque chose de correct ou non. Et enfin, on peut envisager cet apprentissage non supervisé, sans professeur, mais qu'on n'a pas encore réussi à mettre au point. Donc, on n'a pas encore réussi à mettre au point de machines qui se donneraient spontanément à elles-mêmes leurs propres règles. Ça nous amène à nous pencher un petit peu sur la notion d'autonomie, ce terme qui recouvre deux grandes idées, qui renvoient soit à un sens technique, soit à un sens philosophique. Dans le sens technique, nous avons affaire à un agent qui peut se mouvoir seul, prendre des décisions d'action sans l'aide d'un autre agent, uniquement à partir d'une prise d'information et selon une chaîne de causalité matérielle linéaire.
Dans le sens philosophique, on veut dire que la machine, le système serait doté d'une capacité à se donner à elle-même sa propre loi, ses propres règles, ses propres finalités. Ça implique alors que l'agent soit capable de déterminer par lui-même les caractéristiques de ce qu'il perçoit, l'étiquetage, et les objectifs qu'il souhaite atteindre. Quelques exemples, hein, au sens technique, donc au sens d'une autonomie finalement partielle, eh bien, on a tous les exemples d'intelligence artificielle actuels, hein, les drones, les trains automatiques, les systèmes de pilotage automatique pour nos avions, etc. Dans le sens philosophique, l'autonomie donc, qui serait dite complète, eh bien là, nous ne pouvons pas actuellement chercher du côté des machines, mais voyons ce qu'il en est de l'être humain. Songez par exemple à un enseignant qui est actuellement en train de préparer ses cours en présentiel ou à distance, et qui doit d'abord déterminer les objectifs des séquences d'apprentissage qu'il va proposer à ses étudiants. Avant d'en arriver à une prise d'information, à des décisions sur les méthodes et les outils qu'il va utiliser, eh bien, il va démarrer par déterminer ses objectifs, ce qui va être typique d'un comportement pleinement autonome. Alors, j'en arrive à envisager finalement deux grandes possibilités pour l'intelligence artificielle. Soit elle continue à se développer en cherchant à mettre au point des algorithmes dans la perspective de corriger, de compenser toujours plus nos erreurs, hein, ces types d'erreurs qu'on a citées tout à l'heure, et il y en a peut-être encore d'autres, ou bien s'interroger sur la valeur de ces erreurs, qui sont bel et bien présentes dans notre mode de fonctionnement humain, et donc dans notre mode de fonctionnement biologique. Après tout, il semble que l'intelligence artificielle cherche à imiter la nature vivante, et si cette nature vivante, eh bien, fait des erreurs naturellement, il serait logique d'essayer de comprendre quelle est la valeur de ces erreurs, et de voir si effectivement l'intelligence artificielle ne fait pas fausse route en essayant de les corriger. Je vais aller très vite, hein, sur ces citations qui montrent bien qu'actuellement, les spécialistes dans le domaine, misent vraiment sur les algorithmes pour, étudier le monde, biologique, et qui cherchent à mettre au point, toujours plus loin, des algorithmes du vivant, que Leslie Valiant appelle des écorhythmes. Alors il dit qu'on les a toujours pas trouvés, ces écorhythmes, mais il propose que son algorithme d'apprentissage PAC, pour probablement approximativement correct, soit déjà un algorithme qui se rapproche de cette finalité. Et probablement, approximativement, ces termes renvoient à deux types d'erreurs sur lesquelles repose cet algorithme d'apprentissage. Je vous renvoie à son livre pour en apprendre davantage. Je vais distinguer, moi, deux grands paradigmes avant d'introduire les systèmes anticipatifs. Les systèmes anticipatifs exigent qu'on s'écarte, qu'on s'éloigne, qu'on reconnaisse les limites du paradigme dit newtonien, qui étudie les systèmes fermés, qui permet de faire de la simulation, qui néglige très souvent le problème de l'origine d'un système apprenant, notamment, et qui a affaire aussi à des systèmes réactifs. C'est, je pense, le paradigme de l'intelligence artificielle telle qu'elle est encore conçue actuellement, et qu'on retrouve même chez Leslie Valiant et avec ses écorhythmes. L'autre paradigme qui, euh, qui est beaucoup plus marginal, qu'on retrouve notamment dans le domaine de la biologie relationnelle, qui est un domaine de biologie théorique très peu connu. Je vais moi me faire référence à Robert Rosen, qui est un mathématicien et biologiste, lui-même disciple de Nicolas Rachevsky. Il propose, lui, un paradigme différent, post-newtonien, qui part de l'étude de systèmes ouverts, en étudiant aussi donc les processus qui permettent de connaître des systèmes ouverts, et qui montrent comment un processus de fermeture en fait est nécessaire pour étudier un système ouvert, processus de fermeture qui nécessite en fait d'utiliser des modèles, des abstractions de ces systèmes ouverts, qui introduit une relation importante, celle de la relation de modélisation,
et la notion de complexité qui l'accompagne, j'y reviendrai. C'est un paradigme dans lequel on peut étudier le problème de l'origine d'un système apprenant et qui, du coup, découvre les caractéristiques de systèmes qui ne sont pas que réactifs, qui sont aussi anticipatifs. Voilà quelques citations qui illustrent cela. Leslie Valiant, par exemple, dans son livre, reconnaît bien le paradigme newtonien et reconnaît notamment que la physique continue à travailler avec une méthodologie qui est similaire à celle de Newton. Rosen reconnaît la même chose, mais propose, lui, propose une autre méthodologie. Nous invite en tout cas à remettre en question ce paradigme newtonien. Il reconnaît aussi, Leslie Valiant, le problème de l'origine. Il dit qu'il est certain qu'au début de la vie sur Terre, il n'y avait personne pour étiqueter les exemples, mais il n'a pas encore de solution à ce problème, tandis que Rosen, on va le voir avec ses systèmes anticipatifs, aborde peut-être d'un autre point de vue ce problème d'origine. Je vais m'appuyer sur un ouvrage de Robert Rosen qui a pour titre donc Anticipatory Systems, qui a été publié en 1985, bien qu'écrit en 1979, qui a été réédité par sa fille Judith en 2012, donc après sa mort. Robert Rosen est décédé en 1998. Ce n'est pas l'ouvrage le plus connu de Robert Rosen. Life Itself, publié en 1991, est souvent l'ouvrage considéré comme l'ouvrage majeur de ce biologiste et mathématicien. Alors, comment définit-il un système anticipatif? À strictement parler, dit-il, un système anticipatif est un système dans lequel le changement d'état présent dépend de circonstances futures, plutôt que de circonstances passées ou présentes. Il montre que la biologie rencontre très très fréquemment des situations dans lesquels les organismes peuvent générer et maintenir des modèles prédictifs internes d'eux-mêmes et de leur environnement. Alors, pour mieux faire comprendre cette notion d'anticipation, il va distinguer les systèmes réactifs des systèmes anticipatifs. Un système réactif est doté d'un type de contrôle particulier qu'on appelle la rétroaction, contrôle par rétroaction, par feedback, positif ou négatif, c'est-à-dire qu'il y a un signal d'erreur, une différence entre ce que le comportement du système devrait être à un instant donné et ce qu'il est effectivement à cet instant. Pensez à un thermostat, à une valeur de température qui a été programmée, dictée au thermostat, et il ne fait que mesurer les écarts entre cette température attendue et la température réelle pour réagir adéquatement en fonction de cette mesure. Ce qu'il devrait être, ce comportement n'est pas défini par le système lui-même. Il n'est pas encore un système auto-apprenant. La logique ici est une logique corrective, le comportement doit dévier de l'attendu pour qu'un contrôle puisse ensuite agir sur lui. Et la causalité classique qu'on rencontre dans le paradigme newtonien, du passé vers le passé détermine le présent. Dans un système anticipatif, en plus du contrôle par feedback, on a aussi la caractéristique suivante, c'est que ce système possède des modèles prédictifs internes de lui-même et de son environnement. On retrouve bien la présence d'un signal d'erreur, différence entre ce que le comportement du système devrait être à un instant donné et ce qu'il est effectivement à cet instant, mais dans ce cas-ci, ce qu'il devrait être est défini par le système lui-même, en fonction d'un modèle, ce fameux modèle interne qu'il possède. La logique serait alors ici une logique plutôt disruptive, c'est-à-dire que si le comportement dévie trop de ce qui est prescrit par le modèle interne, il faut changer ce modèle. Et on envisage alors des événements de type bifurcation, singularité, au sens mathématique du terme, tel qu'introduit notamment par René Thom. Rosen a assez vite reconnu la grande proximité entre ses travaux, ses propres thèses et celles de René Thom, notamment en ce qui concerne cette notion de bifurcation, qu'il assimile à sa notion, lui, d'erreur dans le cadre d'un système anticipatif. La causalité ici est tout autre, et elle est refusée par le paradigme newtonien, c'est-à-dire que le futur anticipé détermine le présent, dans un système qui possède en interne de tels modèles prédictifs. Alors, la valeur de l'erreur, justement, pour un système réactif.
les artefacts technologiques actuels simulent l'autonomie des systèmes vivants, et en misant sur la rétroaction comme seul système de contrôle. L'essence de ce contrôle de rétroaction est qu'il est actionné par l'erreur. Ça signifie qu'un système de contrôle par rétroaction doit déjà s'écarter de son comportement attendu avant que le contrôle commence à être exercé. Dans un système anticipatif, Rosen commence par reconnaître que l'erreur, ce n'est pas un type d'erreur qu'il refuse de prendre en considération, mais il faut envisager un autre type d'erreur que l'erreur qui est le phénomène stochastique, qui est considéré comme étant le bruit, des perturbations aléatoires. On peut penser par exemple à des mutations hein, qui seraient une source de variation et donc le moteur de l'évolution dans les théories biologiques actuelles. C'est pas à ce type d'erreur-là que fait référence Rosen lorsqu'il parle des systèmes anticipatifs. L'erreur, dans le sens qu'il introduit, c'est une erreur qui indique plutôt un écart entre le comportement d'un système naturel et le comportement correspondant d'un modèle particulier de ce système. On y reviendra avec la relation de modélisation. Rapidement, peut-être une petite comparaison pour faire comprendre encore ce qu'est un système anticipatif. Un système anticipatif ressemble par exemple plus à un appareil photo argentique qu'à un système, qu'à un homéostat biologique comme le cerveau-mécanisme pupillaire. L'œil en fait va s'adapter à la quantité de lumière qui lui arrive en fermant ou en ouvrant la pupille. Et il peut ajuster l'ouverture de la pupille pour que la bonne quantité de lumière lui parvienne. Tandis que dans le cas de l'appareil photo argentique, une fois que la lumière rentre et qu'elle impressionne le film, eh bien c'est trop tard, il n'y a plus aucun contrôle possible, il n'y a plus aucune rétroaction possible, ou la seule rétroaction possible, c'est de refaire une nouvelle photo, d'utiliser une nouvelle pellicule. Rosen nous fait comprendre ce que c'est un système anticipatif en nous disant ben, l'appareil photo argentique en fait doit être doté d'un autre type de mesure, c'est-à-dire on doit alors envisager l'utilisation d'un photomètre. Un photomètre qui va mesurer la lumière ambiante et qui va produire des données qui seront introduites dans un modèle prédictif. Et on peut doter l'appareil photo d'un tel modèle prédictif. Et le modèle prédictif, c'est quelque chose d'indépendant d'un processus de contrôle par rétroaction. Et il peut évoluer de manière indépendante. Le diaphragme va donc être pré-réglé en fonction de la prédiction du modèle dans le cas d'un appareil photo argentique doté d'un photomètre. C'est un dispositif tout à fait autre que celui de l'œil. Et voilà le modèle, par exemple, le modèle qu'elle va utiliser, le photomètre, pour dicter l'ouverture, prédire l'ouverture du diaphragme. Alors, la relation de modélisation, qui est au centre du livre de Rosen, Anticipatory Systems, et qu'il prend beaucoup de temps à décrire et qu'il redécrira encore dans ses ouvrages ultérieurs. La modélisation, pour lui, signifie la congruence, la commutativité entre plusieurs relations, 4 relations. Vous avez ici sur la gauche du schéma un système naturel avec sa causalité interne représentée par la relation numéro 1. Vous avez aussi une relation numéro 2 qui en fait relie le système naturel à un système formel. C'est la relation d'encodage, de mesure. En fait, il va y avoir une mesure qui va être faite sur le système naturel, mesurer la lumière par exemple par un photomètre, c'est la relation numéro 2. Le système formel va incorporer les données de cette mesure et va les formaliser à travers des relations d'implication. C'est une abstraction, c'est la relation numéro 3. Et enfin, on peut envisager une relation entre le système formel et le système naturel, qui serait alors une relation de décodage, c'est-à-dire que le système formel peut servir effectivement à prédire, par exemple, les comportements du système naturel, par exemple à prédire quelle serait la bonne ouverture du diaphragme pour avoir une impression correcte du film dans le cas de l'appareil photo argentique. Et la relation de modélisation donc serait une congruence entre ces relations, c'est-à-dire que la relation 1, qui est la relation de causalité dans le système naturel qu'on veut étudier, qu'on veut connaître, qu'on veut comprendre, eh bien serait la somme en fait des relations 2, 3 et 4.
si il y a une équivalence entre la relation 1 et les relations 2, 3 et 4 réunies, alors vous avez cette commutativité. Dans un système réactif, F, le système formel, en fait, est une abstraction de N, et c'est une abstraction qui est permise par la relation 2, grâce à des mesures faites sur le système naturel N, on parvient à le formaliser, à en faire ce qu'on appelle aussi parfois un modèle scientifique. Il existe un N, il existe un système N tel que je peux le décrire, je peux en avoir une description, ça sera F, ma description, et cela au moyen d'observations particulières, 2. Mais les observations sont toujours particulières. Quel est l'appareil de mesure que j'ai choisi pour faire ces observations? Quels sont les paramètres que j'ai fixés, etc. Il y a peut-être d'autres observations possibles qui conduiraient à d'autres descriptions. Je peux réaliser, simuler, c'est la relation 4, un N, un système N, mais uniquement en me fiant sur la description que j'en possède, c'est-à-dire la relation 3. La congruence entre F et N est impossible, nous dit Rosen, ne fût-ce que parce que F est toujours une abstraction et que j'ai toujours dû opérer des choix au niveau de la relation 2, c'est-à-dire des choix au niveau du type d'observation que je faisais de N. Alors dans un système anticipatif, on va dire que F est un modèle de N, dans les termes en tout cas de Rosen, un modèle de N par la relation 3. C'est-à-dire qu'on va commencer par la relation 3. Le système anticipatif va proposer un modèle de N. Il doit, en se disant qu'il doit exister un N tel que je peux prédire, grâce à F, son comportement au moyen de mon modèle. Toujours un modèle singulier. Si N existe, il est, relation numéro 1, toujours différent de mon modèle, vu que ce modèle, je l'ai produit par moi-même, je l'ai auto-généré. La grande question qui va se poser, c'est est-ce que je peux fabriquer un N tel que je le modélise, en partant uniquement de mon modèle 3? Et là, je pense, la grande réponse de Rosen à cette question, ça sera que lorsque la congruence entre mon modèle, F, et ce qu'il modélise, lorsque j'atteins la congruence entre mon modèle F et ce qu'il modélise, N, alors il y a autoreproduction. Le système anticipatif est doué de réplicabilité. Et c'est exactement ce qui se passe dans le vivant, où on observe qu'une des caractéristiques d'un système vivant, c'est qu'il est capable de s'auto-reproduire. Le temps passe et donc je dois un petit peu accélérer ma présentation. Donc voici encore une citation hein, de Jean-Gabriel Ganaskia, qui reconnaît qu'après après un demi-siècle, on a obtenu très peu de résultats dans cette voie de recherche qui consisterait à fabriquer des machines qui, plutôt que de propager une information inutile, dupliqueraient leur programme par elles-mêmes en l'améliorant. C'est-à-dire des machines qui seraient dotées également d'auto-reproduction. On n'a pas encore atteint cette prouesse, ça rejoint les propos du début de mon exposé. Mais selon Rosen, un système anticipatif est précisément un système qui réalise une telle prouesse. C'est un système qui change d'état au moment présent en accord avec ce que prédit un modèle interne des effets à venir de ce changement d'état sur son adaptation, sur sa fitness. Alors ça implique un changement de paradigme, on l'a vu, le système réactif devient anticipatif, autoreproductif. En fait, ce qui est fabriqué, c'est une théorie de la fabrication à laquelle aboutit Rosen, ce qui est fabriqué et le fabricant appartiennent au même système. Ça implique aussi la sénescence, je l'ai évoqué déjà, la finitude temporelle de tout système individuel anticipatif. Cette sénescence peut être compensée, entre guillemets, par sa propriété d'autoreproduction. La cellule n'est pas éternelle, l'être vivant n'est pas éternel, mais via sa reproduction, il produit lui-même de nouveaux êtres vivants, singuliers. Tout système anticipatif fait des erreurs, nécessairement, étant donné qu'il prend des décisions sans savoir ce qu'il en est, et ou sur base d'une connaissance partielle
de son environnement et de lui-même, sur base d'une interaction. La valeur de l'erreur est donc une valeur adaptative, selon Rosen, et je terminerai en disant qu'elle est la promesse d'un changement. Elle est la promesse qu'un nouveau regard, un nouveau modèle adviendra, qui rendra effectives de nouvelles relations. L'erreur anticipe la naissance de nouvelles singularités. Et je vous remercie pour votre attention. Je resterai bien sûr ouvert à vos questions ultérieurement.